des applaudissements pour la famille Perrochon qui parcourt cette semaine avec nous. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, mais doivent plus être très nombreux, à voir les taux d'écoute qu'on est en train de faire ces jours-ci. Je vous rappelle tout de même que c'est un parcours tout à fait exceptionnel puisque on les connaît, on se connaît, n'est-ce pas Jean-Claude, depuis 22 ans et que ça a été l'occasion de suivre, pas année après année, mais pratiquement toute l'évolution d'une famille qui émigre au Canada, des Vaudois de chez nous, et voir de quelle manière ils s'adaptent, de quelle manière les enfants prennent souche, de quelle manière ils s'agrandissent. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire connaître, ou mieux retrouver les trois filles de monsieur et madame Perrochon, dont la plus illustre est sur le plateau, bien sûr, Elisabeth. Je vous laisse présenter le reste. Oui, d'autant plus illustre qu'elle s'est baladée dans la ville hier. Après 18 ans, elle a revu un peu la Suisse et qu'il semblerait que les gens sur le trottoir n'étaient pas indifférents à ses yeux clairs. Pas indifférents non plus au regard de Jean-Claude Chanel l'ont été les gens. Jean-Claude Chanel qui revient aujourd'hui avec un reportage exclusif. On en a vu des images du passé, mais aujourd'hui, madame, monsieur, pour vous, quelques images que vous n'aurez jamais vues filmées par Jean-Claude Chanel. Et puis derrière, toujours le regard bienveillant de ceux qui font voyager, certains d'entre vous peut-être au Canada, messieurs Dutoit et Dautré, l'agence de voyage Tourisme pour tous. On en parlera entre aujourd'hui et demain pour savoir si par exemple vous, ça vous intéresse de vous y rendre et surtout pour connaître les autres expériences qu'ils ont eu l'occasion de suivre. Alors voilà, je crois que c'est le destin de toutes les familles où il y a des enfants. On se dit quel destin vont-ils avoir les uns et les autres. Là, dans le cas de la famille Perrochon, bien vous savez depuis hier que le fils Jean-Claude désormais travaille avec son père, a repris la ferme, qu'ils sont la main dans la main, si j'ose dire. Et puis trois filles, c'est trois destins qui peuvent être assez différents quand même. On peut d'ailleurs se poser cette question, on se la posera tout au cours de l'émission. Que seraient-elles devenues si elles avaient continué à résider à Cheseaux? Alors, retour dans le passé, 1976, c'est le moment où toute la famille qui a vendu une partie des biens va quitter la maison de Cheseaux pour se rendre au Canada. Et l'on retrouve Elisabeth. Oui, je suis née donc ici. Mes parents ont toujours vécu là. Ils sont mariés ici. Mon père a vécu sa jeunesse là. Enfin, j'ai jamais changé de maison, quoi. Mon avenir se crée plutôt là-bas. Ici, je coupe avec... je laisse plutôt mon enfance ici, ou des souvenirs comme ça. Mais c'est un peu difficile, ça, quand même, de se dire, bon, c'est mon enfance qui se termine le 31 mars. C'est vrai, c'est difficile. Puis plus on avance, plus je réalise, quoi. Il y a des moments où je me dis, c'est pas vrai, quoi. On va pas partir. J'essaie de m'imaginer un petit peu là-bas, de me dire comment est-ce que je vais réagir en reposant ici. C'est vrai que c'est difficile. Elisabeth, à cette époque, quel était un peu votre projet? Qu'est-ce que vous espériez faire de votre vie? Quel métier vous auriez voulu choisir? Je pensais devenir infirmière. Oui. C'était dans mes projets. Mais arrivé là-bas, il y a eu un petit problème au niveau des équivalences. Alors j'ai changé d'orientation à cause des difficultés. Et puis il faut dire que vous étiez dans un certain système scolaire, vous n'aviez pas idée que vous alliez vous retrouver dans ce qu'on appelle là-bas un cégep, c'est-à-dire dans des formules qui sont différentes. C'est ça. Oui. D'abord, c'est une formation générale pour 2 ans, puis après, on choisit la direction de l'université. Alors, on va faire ce petit parcours avec vous, mais question plus générale. Est-ce que vous avez l'impression que si vous étiez resté à Cheseaux, vous seriez allé à l'université ou c'est la chance d'être allé au Québec qui vous a ouvert l'université? Aïe, bonne question, hein? Question piège! Je pense que je serais devenue infirmière, je pense. Mais l'université, peut-être non, je sais pas. Alors, on vous retrouve 1977, et c'est le moment où vous êtes justement en train de découvrir un tout autre système scolaire. Oui. Pour la seconde des filles, Elisabeth, qui a aujourd'hui presque 20 ans, les choses ont également beaucoup changé. Elle rêvait de devenir infirmière, mais ses équivalences scolaires suisses ne furent pas acceptées au Canada. Elle décida alors de poursuivre ses études secondaires. Mais pour aller à l'école supérieure et en revenir, elle doit chaque jour parcourir 80 km. Son centre d'études se trouve dans une petite ville appelée Granby. Ses parents ont dû lui acheter une voiture pour faire le trajet. Elisabeth veut entrer l'année prochaine à l'université et devenir psychologue. Mais dans son collège déjà, les cours sont très différents de ceux qu'elle connaissait en Suisse. Ici, une leçon de démographie et de géographie canadienne.
On vous demandait combien d'enfants vous vouliez par famille. Puis la plupart vont dire à peu près 3 enfants par famille. Dans le même. Moyen de contraception, ça a déjà fait. Oui, en plus, c'est ça. Tandis qu'auparavant, il n'y avait pas de moyen de contraception. Puis avant, on disait à peu près 4-5 enfants. Aujourd'hui, la plupart vont dire 3 enfants, il y en a qui vont dire 2 enfants, il y en a qui vont... Elisabeth s'est fait de nombreux amis parmi les étudiants et elle se plaît en leur compagnie. Faisais Jonathan. C'est juste avant que Pour elle, il a fallu apprendre à diriger seule sa vie. Les cours ne sont pas obligatoires, l'élève doit fournir un effort personnel. C'est tout un apprentissage de l'indépendance qu'elle a entrepris. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... nous autres Suisses, on était peut-être plus formels, je sais pas, mais c'est très différent comme éducation. On est très libre sur certains points. Si on n'est pas motivé pour des cours, n'importe quoi, il n'y a personne qui va nous pousser dans le dos. Peut-être comme en Suisse où c'est plus serré, puis on nous tient peut-être mieux. Vous avez le sentiment de plus d'indépendance ici? Oh, oui, beaucoup. Peut-être avec l'âge, j'ai presque 2 ans de plus, et puis je suis quand même pas mal plus indépendante à plusieurs niveaux. Toujours d'accord avec ces propos, c'est un autre système où il faut être plus vite autonome, plus vite responsable de soi-même. C'est même difficile de la comparer maintenant. Hein? Tellement ancré dans le système, il faut que je réfléchisse. Mais je pense que oui. Ouais. En tout cas, c'est ce qui m'avait frappé. Mais je ne sais pas comment c'est maintenant ici. Moi, il y a 3 de vos amis là, qui sont là, qui ont fait l'école avec vous. Je ne sais pas laquelle vous voudrez s'exprimer. Prenez le micro et puis dites-nous, vous, comment vous appréciez les images qu'on vient de voir. Moi, je trouve que c'est formidable de la façon dont elle a pu évoluer, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ici, je ne sais pas si elle serait arrivée à l'université, parce que c'est vraiment tout un autre système. Ouais. En tout cas, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'il faut dire que cette émission, elle est faite par plusieurs personnes naturellement, mais en régie, il y a Michel Châtelet, il y a Philippe Grand. Philippe Grand, voilà, il paraît que Philippe, vous aviez aussi une autre profession. C'est un homonyme. Votre instituteur s'appelait Philippe Grand. Oui, oui. Et puis vous nous avez dit, moi, j'aimerais quand même bien avoir un contact avec Philippe Grand. S'il veut, lui. S'il veut, lui. 708 99 00. On va vérifier si par hasard Philippe Grand, on n'en sait rien du tout. Hein. Non, je lui dis un gros bonjour. Voilà, vous lui dites un gros bonjour. Et puis, la vie, vous allez obtenir quel diplôme finalement? Finalement, j'ai obtenu un diplôme quand je suis arrivée à l'université en enseignement en enfance inadaptée. Les enfants qui ont des problèmes de comportement socio-affectif. Voilà. C'est ça. Et on va se raconter une autre histoire parce que dans votre vie, il y a un moment qui sera un moment difficile. C'est-à-dire que vous allez vous marier, ça c'est un moment heureux. Et puis vous allez décider avec votre mari pour qu'on ait un petit peu plus de moyens d'existence. À la fois, lui, as de chez Midas, c'est-à-dire travaillant dans le domaine des freins, on appelle ça comme ça, eh bien il travaille la journée et puis ensemble, je vais vous dire, avec un autre couple, nous allons prendre un dépanneur. Qu'est-ce qu'un dépanneur? C'est ça. Ça doit dépanner tout le monde, non pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. C'est une épicerie où on trouve de tout. Et il faut là une présence 24 heures sur 24, donc vous partagez avec un autre couple, oui. Et ça ne sera pas très facile. Pas du tout. Elisabeth s'est donc mariée avec Raymond, un Québécois. Voulez-vous un sac? Aujourd'hui, ils tiennent un dépanneur, c'est-à-dire une épicerie où l'on trouve absolument de tout. Cet établissement est situé à Bedford, une petite ville très proche de Farnham. Je vais prendre la caisse de monsieur. Oui. C'est ce qu'on a maintenant, dans la machine. OK. Vous alliez prendre vos bouteilles? Oui. Vous aviez vos bouteilles? Oui. OK. L'avantage du dépanneur, c'est qu'Elisabeth et Raymond rencontrent journellement une clientèle véritablement québécoise. Une bonne façon d'accélérer encore pour la jeune femme son intégration. On m'a donné 2 de la machine. 6,42? Oui, c'est ça. Un 6,42 ou 49? Un 6,42 puis un 6,49. Quand que j'ai rencontré Elisabeth pour la première fois, je ne pensais pas que c'était une Suissesse, je pensais plutôt que c'était une Anglaise avec un accent. Même je lui posais la question, voir si c'était d'origine anglaise, là, mais au contraire, ça a très, nous aussi au Québec, ça a très bien cliqué entre nous deux. Là, puis quand même, quand on a fréquenté après un bon bout de temps ensemble, puis je trouvais dans elle cette simplicité que j'aimais, puis que moi, dans le fin fond, que je viens d'une famille assez simple aussi, là, ça fait que, non, il n'y a pas eu aucune
accrochage sur ce côté-là, au point de vue qu'elle était suisse ou moi, québécois. C'est amusant quand même, votre mari l'a dit, ça a très bien quitté entre nous deux. Cliquer. Cliquer. Ah, cliquer, pardon. Oui, voilà. En termes de mécanique. Ah, bah, c'est clair. Un as de Chemidas, quoi. Bon, il faut expliquer peut-être quand même, pour aller jusqu'au bout de l'affaire, c'est que vous vous occupez de ce dépanneur, et puis malheureusement, 6 mois plus tard, il y en a un autre qui s'installe en face. Même 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. Ce qui a coupé le chiffre d'affaires en 2, et c'est devenu la descente. Bien sûr. Rappelez-nous, à cette époque, votre mari, quels étaient ses horaires entre le travail en ville de Montréal, dans le domaine des freins, et le magasin. Oui, alors il partait vers 5h moins quart le matin, il revenait vers 4h, il soupait en vitesse, et puis il allait travailler au dépanneur. Et tous les week-ends à peu près. Donc, il se couchait à quelle heure, lui, quand c'était terminé? Quand il pouvait, après le dépanneur, 11h. 11h, minuit, 5h du matin, il était de nouveau sur la route, il y avait 2 métiers. Et puis pour vous, la même chose, plus les enfants. Oui, plus la 3e qui est arrivée dans tout ça. Mais qui est la plus belle partie, finalement. Alors Alex et puis David, vous êtes allés voir sur place. David, dites-nous un mot de ce Carbonneau qui prend des filles suisses. Là. Comment vous l'avez trouvé, vous? Lui, c'est un homme comme on aimerait bien lui ressembler. Des fois, enfin, Alex se dit ça plus que moi, d'ailleurs, mais parce que c'est un homme qui est au fourneau. Disons que j'ai plus de chance que vous, c'est tout. Non, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est vrai que c'est assez troublant. Nous, on avait vu les films en tant que téléspectateurs, on avait vu vos films, Jean-Philippe Rapp et Jean-Claude Chanel, et puis on était très étonnés, curieux de voir ce que vous étiez devenus. Et puis on a remarqué tout d'un coup qu'on n'avait plus des Suisses en face de nous, mais des gens totalement québécois. Ce qui est une bonne leçon, quoi. Ce qui montre que les racines, c'est pas un passeport ou c'est pas une nationalité, mais c'est une culture, des valeurs que vous ont inculquées vos parents, des valeurs familiales. Donc c'était plutôt une belle leçon. C'est vrai, Jean-Claude Chanel, c'est une chose assez frappante. C'est un bonheur aussi pour nous. C'est à la fois non pas seulement d'assister à des moments exceptionnels et plutôt heureux ou en tout cas enthousiasmants, mais c'est de partager de temps en temps quand même les soucis et de voir que, au bout des soucis, on en sort. Non, Jean-Claude? Ah oui, c'est une belle leçon. On voit en quelques minutes l'inquiétude d'Elisabeth lorsqu'elle était encore à Cheseaux. Elle se demandait où elle allait arriver. Et tout de suite, en 2 ans, on voit qu'elle est intégrée. Moi, je pense que, comme votre collègue, enfin votre collègue de classe, que vous n'auriez pas été à l'université, que vous n'auriez pas fait la carrière que vous avez fait dans l'enseignement. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'Elisabeth s'occupe d'enfants d'immigrés. Aussi, hein, parce qu'elle disait dans sa classe à Montréal qu'il n'y avait pas un seul Canadien, mais qu'il n'y avait que d'autres nationalités, je ne sais pas combien de 17 nationalités. 17 nationalités. 17. Alors c'est formidable. Et puis ces expériences malheureuses, mais qui nous rapprochent encore plus de la famille. Alors Alex, vous nous emmenez dans la famille d'Elisabeth. Oui, mais si vous voulez bien, on va partir dans cette maison. C'est à une bonne centaine de kilomètres de Farnham, dans la banlieue nord de Montréal, à Boisbriand. Et n'allez surtout pas me dire que cette voiture fait un bruit bizarre, impossible. Son conducteur est en effet ce qu'il est convenu d'appeler, ce que vous disiez tout à l'heure, un as de Chemidas, un de ces personnages à clés multiples qui vous changent votre pot d'échappement en 3 mouvements. Il se nomme bien sûr Raymond Carbonneau, il est québécois, vous le savez déjà, et bien sûr c'est le mari d'Elisabeth Perrochon. Et c'est aussi, bien sûr, le papa de leurs 3 enfants, Esther, David et Déborah. Vous avez été à l'école, les enfants? Oui. Le Guillaume Tell de l'équipe, c'est Jean-David, 10 ans, studieux comme toute la famille, mais pas insensible aux exercices de précision. Studieuse aussi, mais comment ne pas l'être avec une maman comme Elisabeth, Esther, 13 ans, amoureuse de Leonardo DiCaprio, et comme tous les adolescents ou les adolescentes de son âge, mais qui a trop la tête sur les épaules pour embarquer à bord du premier Titanic venu. Et enfin, Déborah, sans H à la fin, à cause de la langue française. Déborah, 7 ans, et toutes ses dents, ce qui est bien utile dans une maison où l'appétit n'est pas un défaut. C'est d'autant que l'as de Chemidas se transforme chaque soir en as du fourneau. Après le commerce, je pense 5-6 mois plus tard, on a vendu notre maison là-bas de Bedford. Et après ça, on s'est emmené ici. On est quand même resté en appartement. Non, pas en appartement. J'ai loué la maison de mon frère pendant au moins 10 mois pour ensuite faire l'achat de cette maison ici qui fait déjà 4 ans. Ça va faire 4 ans cet été qu'on est ici, là.
L'impression qu'on avait il y a 6 ou 7 ans, c'est que vous n'aviez vraiment pas une minute pour vous. Ça s'est un peu amélioré? Quand j'arrive à la maison, bon, ben, c'est sûr et certain que je dois m'occuper un petit peu du souper, mais c'est pas comme quand j'avais le commerce, j'avais la préoccupation. Bon, ben, je mangeais, ben, c'est sûr qu'Elisabeth m'attendait, mais tout de suite le soir, je devais rentrer tout de suite au commerce pour faire un autre chiffre le soir, là. Pas tous les soirs, mais souvent le soir, presque tous les soirs, puis aussi les fins de semaine. Ça fait que on n'avait pas beaucoup de temps ensemble en tant que vie de couple, même avec mes enfants. Ça fait que je peux dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dégagé ou je respire beaucoup plus que dans le temps que j'avais le commerce et mon travail, les deux travaillent en même temps. Eh bien, désormais, c'est donc Elisabeth qui rentre à la maison après son mari, à une heure où il ne reste plus qu'à mettre les pieds sous la table. Merci pour le souper, pour les verres, puis pour les plats, pour les assiettes, les fourchettes, puis les couteaux. Pour le Pepsi Amen. Moi j'adore pour le Pepsi Amen. Bon, on peut dire que vous êtes reparti à zéro là après cette expérience du dépanneur avec beaucoup de courage. C'est aussi rappeler quand même que de faire sa vie dans ces terres-là, c'est aussi dur. Hein. Il n'y a pas que des jours où tout va bien, il faut du courage, il faut s'y prendre. En tout cas, beau destin de femme. On va voir les autres destins des deux autres sœurs. Le temps que Louis de Grâce nous rappelle, à travers la chanson, là-bas aussi, cette bonne terre, cette belle terre du Québec. Les reverrons-nous un beau jour à l'eau, s'avancer à l'horizon, les bateaux qui nous emporteront. Les entendrons-nous, les cloches des villages annoncer qu'il est trop tard, sonner l'heure du départ. Où serons-nous tout simplement déportés du petit écran, victimes et artisans du prochain grand dérangement? Nos campagnes seront-elles nos bayous, notre pays d'exil? Un beau matin nous réveillerons-nous qu'à jeun de l'an 2000. Quand tous nos poètes se seront tus, que seront partis tous nos aïeux, et que nous aussi, nous nous ferons vieux. Quand on changera le nom de nos rues pour ceux du pays des Angles, que nos enfants ne parleront plus la langue. Irons-nous manger du gumbo les samedis chez les Thibodeaux, danser la two-step au Fadodome, écouter les Zydeco, chanter diggy-liggy-lie, diggy-liggy-lo jambalaya, souvenez-vous. Y'a pas longtemps, pas loin d'ici, Sault Sainte-Marie. Anne, ma sœur Anne, n'a jamais rien vu venir, et les bateaux l'ont emporté pour une autre Louisiane, une autre soin pour souvenir, une autre île sous le vent abandonnée. Irons-nous manger du gumbo les samedis chez les Thibodeaux, danser le two-step au Fadodome, écouter les haricots, chanter diggy-liggy-lie, diggy-liggy-lo jambalaya, souvenez-vous. Son of a gun, aurons-nous du fun dans les bayous? Irons-nous manger du gumbo les samedis chez les Thibodeaux, danse le two-step au Fadodo, écoutez les haricots, allez, chantez diggy-liggy-lie, diggy-liggy-lo jambalaya, souvenez-vous. Son of a gun, aurons-nous du fun dans les bayous? Son of a gun, aurons-nous du fun dans les bayous? Anne, ma sonne, entends-tu les goddamn qui viennent?
bien, je vous rappelle que c'est notre gros coup de cœur, c'est Louis de Grâce. C'est vraiment un bonheur de passer la semaine avec lui. Et puis si vous intéressez aux prestations de Louis de Grâce, je vous rappelle 708 99 00. Il serait tout content de venir chanter dans votre salle. Il serait très content d'avoir un autre public. Il est en train de se faire une carrière et avec un talent que vous pouvez vérifier tous les jours. On va aborder un deuxième destin dans cette famille, n'est-ce pas Elisabeth? On va peut-être demander à Claude. Hein. Vous, quand vous partez, il y a une petite qui a 6 ans. Oui. Mireille. C'est ça. Quel caractère a-t-elle, Mireille? Mireille, elle est très vive. Oui. Toute petite, elle était très vive. Elle est très ouverte. Vraiment, elle est transparente, quoi. Elisabeth, vous avez l'impression qu'elle s'est adaptée encore plus vite que vous, peut-être, Mireille, qu'elle était très très vite. Elle va connaître une autre expérience. Elle va aller à l'école primaire, au fond, hein, au Québec. Comment va-t-elle s'adapter? C'est sûr, ça devait être rapide à 6 ans. À 6 ans, bon, tu changes de classe. Sauf que la première journée, elle a quand même pas aimé sa prof, parce que j'étais avec. Elle était très fâchée, mais je pense que c'était une question de semaine. Puis après, bon, elle parlait le québécois beaucoup plus vite que nous. Voilà, puis Jean-Claude, vous l'avez retrouvé, on l'a retrouvé en 1991. Mireille, c'est la mascotte de la famille, hein, c'est celle qu'on a vue, que toute la famille d'ailleurs la protégeait, et elle-même, toute seule, protégeait tout le reste de la famille. C'est ce qu'on va apprendre, voilà. Hein, c'est ce qu'on va apprendre, démonstration. À la maison, c'était plus ou moins perturbé, c'était pas facile parce que je vivais quand même qu'est-ce que mes parents, du fait que mes parents avaient de la difficulté à s'adapter. Puis je sais que ça m'a pris du temps aussi à l'école. C'était pas facile, on comprenait pas mon langage. Moi, je les comprenais pas non plus. Puis aussi, il y avait la période où moi, j'étais adaptée, puis mes parents l'étaient pas encore. Puis où mes parents songeaient à quitter le Canada alors que moi, je voulais vraiment y rester. Je me rappelle, je débarquais de l'autobus, puis il avait mis la pancarte à vendre. Moi, je l'enlevais tout le temps, je voulais pas m'en aller. Puis aussi, il n'y a jamais une visite qui a vu ma chambre, des personnes qui songeaient à acheter notre ferme. Je voulais pas leur montrer ma chambre parce que je voulais pas quitter le Canada. Puis ça a été dur à ce niveau-là parce que tu t'habitues dans un milieu, puis bang, ben là, tout d'un coup, on veut changer. Fait que c'est dur quand t'es jeune. Oui. J'essayais de leur faire comprendre qu'ils avaient pris la décision, puis que maintenant, il fallait qu'ils en assument les conséquences. Ça prendrait du temps avant de s'adapter, mais que ça allait marcher. Puis je pense qu'on était tous les enfants à vraiment tenir ce point de vue-là. Aujourd'hui, Mireille se trouve à l'Université de Montréal en section pharmacie. Elle travaille d'arrache-pied afin de pouvoir réaliser son rêve, devenir un jour pédiatre. Le chemin est encore long car il n'est pas facile de trouver des places dans des établissements d'études supérieures. Puis on voit bien si elle continue ici, puis elle s'en va jusqu'au poumon. Mireille est venue très tôt au Canada puisqu'elle n'avait que 6 ans en arrivant ici. C'est pourquoi, au fil de son parcours scolaire, elle s'est fait beaucoup d'amis. Ben c'est ça, plus on est jeune, comme mon père disait, c'est comme l'arbre, là. Plus on est jeune, plus on a de la facilité à s'enraciner dans un milieu. Puis d'autant plus dans le milieu scolaire. J'ai toujours vécu avec des Canadiens, fait que le monde ne voit pas la différence. Il faut que je leur dise que je suis de nationalité suisse puis que je viens d'un autre milieu pour qu'ils croient, et sinon, c'est pas marqué sur mon front. Quelquefois, lorsque vous êtes en famille ou avec des amis suisses, lorsqu'on insiste trop sur l'aspect suisse, le passé suisse, etc., est-ce que ça n'a pas tendance à vous énerver? Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, là, mais... Parce que mon père a surtout tendance à relater des événements qu'il a vécus. Je comprends, parce qu'il y a tout un passé en arrière de lui. Mais je me dis, on est venu ici, il faut couper à un moment donné. Puis, des fois, ça m'énerve un peu. Mais quand je suis retournée il y a 2 ans, j'ai pu voir aussi toutes les attaches qu'il avait eues. Puis j'ai trouvé la Suisse superbe comme pays, là, franchement. Ça fait que ça m'agace un peu moins. Franchement. Mais quand même, on s'est adapté. Puis je pense qu'il faut l'oublier un petit peu, la Suisse. Mais dans tous les coins de la maison, la Suisse est toujours présente, sous forme de lettres ou de vieux outils pour le bricolage ou pour le travaux des champs. Tout un petit musée, une collection touchante qui rappelle un autre temps, d'autres gestes qu'on oublie peu à peu. Oui, il dit, j'aimerais bien que vous réagissiez là, parce que c'est vrai que s'enraciner dans une terre,
il y a le chef de famille qui est là, qui a le choix et qui donne son avis, qui hésite peut-être, qui se songe peut-être à rentrer. Et puis, il y a tous les autres personnages de la famille. La dernière, elle joue un rôle important dans la façon de s'enraciner. Elle avait vraiment envie de rester, Mireille. Oui, je crois qu'elle avait envie de rester. Parce qu'en fait, elle n'a pas connu beaucoup la Suisse. Vu qu'elle est partie, elle avait 6 ans. Vous êtes assez fière de ce qu'elle est devenue. Oui, tout à fait. Ça se voit dans les yeux, là. C'est notre bébé. On l'appelle le bébé de la famille. Cela dit, quand elle est retournée, elle évoque là, de 2 ans en arrière où elle était retournée en Suisse, elle avait 18 ans. Est-ce qu'elle n'avait pas une petite idée derrière la tête quand même? Claude, vous me racontiez l'autre jour, lorsque Mireille elle-même, à 18 ans, est rentrée en Suisse, si elle avait par exemple rencontré un homme suisse, elle aurait pu l'épouser à votre avis? Ah, on ne sait jamais. Il semblerait peut-être. On nous a donné un peu cette impression. Alors Jean-Claude, vous allez nous montrer ce document dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est le mariage de Mireille. Vous nous rappelez la date, un tout petit peu les circonstances. Alors ça fait 2 ans, en janvier, parce qu'elle s'est mariée en janvier. Madame Perrochon disait, mais a-t-on idée de se marier en janvier? Parce qu'elle voulait que la noce se fasse aussi comme pour Jean-Claude à la ferme. Évidemment, en janvier, c'est plus difficile. Et je ne voulais pas manquer, parce que j'avais promis tout au long, lorsque Mireille était toute petite, je disais, lorsque tu te marieras, je serai là. Eh bien, j'étais là. Voilà. Alors, je voudrais vous rendre attentif à cette séquence, parce que d'abord, nous, on l'a tous trouvée très émouvante. Et regardez la beauté des gestes, c'est-à-dire le geste du père, du garçon qui quitte sa famille, le geste du père qui remet sa fille à l'époux, et le dernier geste de tendresse entre les 2 époux. Je crois que c'est vraiment un très beau document. Voici cette fois, celle qui passe de mes os et chère de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Mireille, reçois-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Oui. Stéphane, reçois-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. Claude, vous êtes tout attendri là. Hein. C'était la petite dernière qui part quand même. Oui, absolument. C'est très émouvant. Et on réalise que, ma foi, que le temps passe et puis que, ma foi, chacun a à son tour de faire une nouvelle vie. Ouais. Vous avez l'impression que là, c'est vraiment une page qui se tourne encore dans la fameuse saga des Perrochons. Oui, absolument. C'est la dernière d'ailleurs. On ne va pas... non, mais c'était très... c'est vrai. C'était très, très beau. Oui, il dit, vous vous souvenez aussi de ce mariage? Comment vous l'avez ressenti? Vous étiez... J'étais très heureuse, mais très émue en même temps. Oui. Parce que j'avais fait une grosse réaction quand Elisabeth est partie. Elle s'est mariée en premier. Oui. Et puis j'ai refait une réaction pour elle. On aime donner nos enfants, on aime qu'ils soient heureux. Mais c'est quand même
petit coin de notre cœur qui s'en va. Bien sûr, un petit coin de votre cœur qui s'en va. Alors on va voir où il est parti, hein. De quelle manière elle s'est organisée, vous l'avez retrouvée, Alex? Oui, tout à fait. Je l'ai retrouvée, on parlait de ses projets de devenir pédiatre. En fait, elle est devenue pharmacienne à Saint-Césaire. Ah, si tous les comprimés avaient la couleur des yeux de Mireille, qu'il ferait bon tomber malade plusieurs fois par an. Mais passons. Au fait, vous vous souvenez que c'est Mireille qui, encore gamine, arrachait le panneau « à vendre » devant la maison de ses parents pour les empêcher de repartir en Suisse. Alors qu'en pense-t-elle aujourd'hui? J'ai bien fait de l'enlever, tout à fait. Je pense que ça a été vraiment un bon mot, si on veut dire en québécois, de venir ici, pour chacun, pour mes parents, pour moi-même. Je ne sais pas si ensuite j'aurais eu la possibilité là, de faire une profession. Là. On était quand même financièrement assez serrés. Puis moi, je m'acclimate bien ici, je me plais bien ici. Fait que j'ai eu 6 ans aussi que j'ai quitté la Suisse de bonne heure. Bien, pour moi, ça a été facile là, de bien m'acclimater à ce pays-ci. Mm. Vous avez épousé un Canadien et vous est jamais venu en tête l'idée que ça pourrait être un Suisse? Oui. Mais pourquoi un Suisse? Je pense qu'ici, il y en a moins que de Canadiens. Ça fait que ça a donné comme ça. Là. Mais ça aurait pu être un Suisse, oui. Pourquoi pas? À condition qu'ils vivent au Canada. Ah, ben oui, c'est sûr. Parce que de retourner en Suisse, c'est de dire non à ma famille. Puis je pense que le lien familial chez nous est quand même assez fort. Donc à ce moment-là, ça aurait été difficile là, de retourner là-bas. Ouais. C'est ça. Et vous aviez hâte de quitter la maison de vos parents? Au contraire, vous étiez triste de la quitter? Non, je pense que j'étais contente. Pas parce que j'aime pas mes parents, mais je pense qu'à un certain âge, c'est important de voler de ses propres ailes. J'étais contente de fonder mon foyer, à mon tour d'être maman, puis d'avoir ma petite famille à moi. Pour l'instant, Mireille et son mari Serge n'ont qu'une fille, Émilie, 1 an. Mais selon les recettes de la famille Perrochon, la cohorte ne devrait pas trop tarder à s'allonger. Émilie, c'est papa qui arrive. J'ai dit c'était ça. Allô, papa. Allô. Fais allô à papa, il s'en vient du travail. Regarde l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Allô, papa. C'est ma soeur. Non, c'est ça. Alex. Oui, simplement une petite précision. Quand Mireille dit de son mari Sergerie, c'est en fait son nom de famille. C'est Stéphane Sergerie, son nom. Vous l'avez tous compris. Bien sûr, c'est un des soins, naturellement. Ce qui est très rigolo, c'est que maintenant, la petite qu'on vient de voir, qui s'appelle Émilie, c'est devenu à son tour un petit peu aussi la mascotte de la famille, où je me trompe, quand elle est grand, c'est elle qui attire l'attention. Ouais. C'est marrant comme ça se perpétue comme ça. C'est parce qu'elle est très rigolote, très joyeuse. Il faut c'est expliquer. le bébé qui se prête à aimer, être aimé. Ça fait le passage un peu avec la difficulté que vous évoquiez tout à l'heure, le mariage d'Elisabeth, on parlera de Ruth tout à l'heure, le mariage de Mireille. Maintenant, il y a les petits-enfants, ça y est, qui commencent à prendre la place. Non? Vous en occupez? Énormément. Je suis la grand-maman. Ça fait des grandes tables. Oui, quand mes filles partent à quelque part, je les garde, je les arrange. Bien sûr. Je vous propose une petite séquence juste maintenant, puisque nous allons faire 3 destins de femmes et qu'il faudra un petit peu de temps pour le dernier. Je vous propose que, Jean-Claude, vous nous rappeliez que le Canada nous a pénétrés de toutes sortes de manières, la tête, le cœur et parfois les vêtements. Et puis les vêtements aussi, c'est vrai que vous nous faites voyager avec des belles images, des belles musiques. Il y a des chiffres éloquents, si on lit un petit peu, c'est 52 000 îles, c'est les chutes du Niagara qui sont les plus grandes chutes du monde, donc on appelle en traduction tonnerre des eaux, ou simplement le mot Canada qui signifiait Kanata, Kaenata, village, donc un mot bien imprégné, disons, chez nous. Et puis au niveau vestimentaire, vêtements, eh bien, je crois que tout le monde connaît la canadienne, donc c'est aussi le seul pays qui a donné un nom à un vêtement. Le dérivé est un petit peu facile, mais il n'y a pas de Suisse, d'Allemand, d'Italien dans les vêtements. Par contre, la canadienne, c'est cette fameuse veste très 1950-60, très typée, on l'a vu dans beaucoup de films à l'époque, une toile de canevas lourde, bordée de cuir, des boutons de bois, de la fausse fourrure souvent pour le col. C'était un petit peu la veste de trappeur, de passe-partout, qui est devenue la parka chez nous,
toujours d'actualité. Une seconde, Jean-Claude. Elisabeth, vous portez, vous, des Canadiennes? Ça m'étonnerait, hein. Regardez la rire. Bon, vous avez votre réponse. D'accord. Il paraît que ça s'appelle encore comme ça là-bas, hein, maintenant. Oui. Et puis autre chose qui est sympathique, c'est cette marque de chaussures, on peut la citer parce qu'elle n'existe plus, ça s'appelle des trappeurs. Regardez les boîtes, c'est vraiment des paquets cadeaux, hein. Ce sont des boîtes des années 50 d'origine. Et c'est vraiment les chaussures qu'on a appelées trappeurs, on les copie maintenant, chaussures dessus ou de trappeurs. Ce sont des chaussures à grosse couture, à semelle assez épaisse. Bon, ce sont des chaussures de marche chez nous, mais c'est typique, c'est vraiment canadien d'origine, issu de la chaussure de Sioux. Certaines portent encore ce nom d'ailleurs sans faire de la pub. Le dérivé pour la dame, c'est ça, c'est aussi cette bottine qui redevient à la mode, sans oublier bien sûr le fameux David Crockett, je crois qu'on ne peut pas vivre sans. Et puis si ça vous fait envie, il y a des grandes maisons qui créent des chemises de ce genre-là. Vous sentez comme ça d'habitude vous aussi? Non, pour les matchs de hockey tout au plus. Je vais vous dire qu'apparemment, ni Louis de Grasse, ni Elisabeth ne sortiraient avec ce genre de tenue. On la ferait peut-être. Ce serait plutôt bleu, si j'ai bien compris. Non, on la ferait avec la fleur de lys, je pense. Oui. Ça doit se trouver. Une tache rouge. Donc on peut fermer sa chemise blanche. Hein. Que les Canadiens nous pardonnent. Déjà, on a divisé ce studio en deux. Je vous propose que maintenant nous partions à la rencontre de Ruth, troisième destin de femme. Ruth, qui, rappelez-nous, à quel âge lorsqu'elle va quitter Chezot? 19 ans. 19 ans, hein. Oui. Et elle, quel était son rêve à elle? Jardinière d'enfants. C'était difficile de trouver quelque chose, hein? Oui, oui. Vu la distance. On peut préciser, je crois que c'était plus long pour elle de trouver du travail, justement dans ce genre de métier. Elle n'a pas perdu son temps parce qu'entre-temps, elle a rencontré alors, il n'est pas suisse du tout, celui-là. Un trappeur, un vrai trappeur qui, je pense, serait du côté de Louis de Grasse aujourd'hui. Une nouvelle histoire d'amour dans la famille Perrochon. Ruth, la fille aînée, a eu son premier enfant il y a quelques mois. Jean-David est désormais le centre de toutes les préoccupations. Et Jean-François, son mari, est un authentique Québécois. Des fois, je faisais mon jogging, puis je voyais la belle blonde dans une auto. Je dis, oh, qui c'est ça? Et quand on est allé pour demander pour faucher le foin, c'était la veille du mariage d'Elisabeth. Et puis, M. Perrochon-Jean-Claude était au champ. Et puis, tout le monde faisait du ménage. C'est des gens propres qui font du ménage. Mais là, c'était encore spécial. Puis là, mon frère a demandé pour M. Perrochon. On nous a dit, il était au champ. Mais Mireille, qui était toute petite, elle dit, il y a ma soeur Ruth qui est après laver l'auto, en face à la grange. Je dis, OK, on va aller la voir. Là, en la voyant, j'ai trouvé très jolie, très gentille, puis elle très gênée. Puis on a commencé à parler comme ça. Puis un mois après, on se fréquentait. Oui, il a toujours dit ça à sa maman, qu'il voulait toujours marier une Suissesse. Parce qu'il est allé en 73 en Suisse, puis il a beaucoup aimé la modalité, je veux dire, l'atmosphère. Je sais pas, moi, les gens là-bas, très accueillants, puis il a toujours dit, si je me marie un jour, c'est avec une Suissesse. Vous allez lui raconter à lui alors un jour? Oui. Il va tout savoir ça. Petit bonhomme. Je passe souvent à la Suisse. Je pense que je ressemble pas mal à mon papa, parce que papa aussi s'ennuie. Là, il est moins pire, mais il s'ennuie encore par des bouts, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que je ressemble pas mal. C'est vrai? C'est quelque chose qui va vous rester, ça, quand même. Ça va pas s'effacer comme ça dans votre mémoire. Non, ça s'effacera jamais. Non. Ah non, du tout que j'ai regardé le film hier, j'avais des larmes aux yeux. Oui, c'est un beau témoignage. Et là aussi, quelques années ont passé. C'était l'occasion, David et vous, de les retrouver il y a de cela quelques jours, de retrouver Ruth, de retrouver son mari, de retrouver les enfants.
Alors, son mari, on l'a retrouvé, mais on l'a retrouvé en haut d'une échelle dans une entreprise où il était en train de faire des heures supplémentaires parce qu'ils étaient en train de transformer le fonds de commerce. C'est dire qu'il n'a pas pu être à la maison au moment où nous y étions. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas le trouver. Il fait toujours partie des meubles, si vous me passez l'expression. Il a toujours envie d'être suisse, mais simplement, il n'était pas au bout de notre caméra. Donc, pour passer d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire de votre maison à l'autre maison, ben, parfois, il y a un saut de puce entre la maison des parents et la maison de Ruth. De la ferme des Grands Prés, donc à cette maison de Ruth, de Jean-François et de leurs 3 enfants, et puisqu'il y en a 3 maintenant d'enfants, eh bien il n'y a guère à vol d'oiseau qu'1 kilomètre, mais le chemin qui rapproche le plus Ruth de ses parents aurait plutôt tendance à continuer à passer par la Suisse, comme elle le disait il y a plusieurs années déjà. J'aime mon pays, je trouve que la Suisse est belle. Je trouve que c'est un très beau pays, c'est un beau paysage. C'est sûr que j'y pense, puisque j'ai les images, j'y pense tous les jours, là. Et puis, quand j'invite mes amis, c'est toujours Suisse. Oui. Et pourtant, il y a un certain temps que vous n'êtes pas retourné en Suisse. Oui, ça fait au moins 16-17 ans, bien comme il faut. Puis, j'aimerais ça retourner un jour, mais je sais pas quand. J'attends de voir qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que je comprends pas dans la Suisse, comment je pourrais dire ça, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que j'ai jamais trouvé. Et tu crois que tu retrouveras la maison où est né ton grand-père? Oui, mais c'est peut-être à Cheseaux, comme mon grand-père m'a dit. Je pense que à Cheseaux, il m'a pas tellement expliqué, mais il a dit que les maisons ils sont proches, puis c'est vraiment beau là-bas. En été, les enfants jouent bien sûr en plein air, mais en hiver, c'est le sous-sol de la maison qui a été transformé en salle de jeu géante. Outre la Suisse, l'autre passion de Ruth, ce sont les enfants en général, les siens en particulier. Portrait par Ruth, donc de Samuel, 9 ans, Myriam, 4 ans, et du plus vif des 3, Jérémy, 6 ans. Ah mais il faut l'enlever là. C'est un clown. C'est vrai? Un vrai petit clown, puis il est très ouvert. Lui, il va pas vraiment réfléchir qu'est-ce qu'il va dire, là. C'est un farceur. Un vrai farceur. Myriam, elle est un petit peu plus réservée. Samuel aussi. Il est plus réservé. Ils sont aussi farceurs, là, mais moins. Ils sont plutôt de mon côté, là, ils sont plus réservés. Oui, on a envie de faire un commentaire là derrière, on a envie de dire à Jean-Claude Chanel, faut se mettre au travail, hein, parce que le petit-fils, là, il a un point de vue, ça donne très envie de poursuivre. Oui, ce que je trouve formidable tout au long de cette semaine, c'est la continuité des émissions que nous avions faites il y a quelques années, et dans le même esprit. Et je n'hésite pas, quoi, ça ne se fait pas d'habitude entre collègues de travail, mais à dire un grand merci et à Alex Descotes, à David Ries, à Michel Châtelet et à Philippe Grand d'avoir su continuer ce qui a été fait. J'espère qu'on va encore le faire de nombreuses années encore. En tout cas, c'est très très beau, je trouve, ce témoignage du petit-fils qui dit mais mon grand-père m'a parlé du Cheseaux, puis il essaye d'imaginer. Et c'est vrai que il faut qu'on se fixe rendez-vous. Là, on n'a pas fini, vous revenez demain, mais il faut qu'on se fixe rendez-vous pour dans quelques temps, là, je crois. Le sujet est déjà là. Hein. Voilà. Et puis, Jean-Marc, vous êtes chargé d'une mission importante aujourd'hui. Veuillez vous rendre jusqu'à la table de rédaction, s'il vous plaît, en emportant avec vous quelques fruits de votre travail. Je vous précise que Jean-Marc est chargé de nous faire une rubrique culinaire tous les jeudis. Alors, il est venu... C'est sérieux. Oui, parce que quand on évoque le Québec, on pense à ce lait nourricier des Québécois qui est le sirop d'érable. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une tourte très traditionnelle, paraît-il, du Québec. Puis c'est une dame de mes amis qui a fait son éducation chez les Ursulines de Trois-Rivières qui m'a donné la recette, alors je l'ai faite là. Alors il s'agit d'une tourte faite avec du sirop d'érable auquel on mélange un petit peu de farine de maïs et puis
on fait la tour traditionnelle. Mais également, je vous ai préparé autre chose, c'est une autre forme de tarte, cette fois une tarte toujours au sirop d'érable, mais qui m'a fait penser à quelque chose qui évoque le vieux monde, c'est-à-dire la fameuse tarte vaudoise à la crème. Alors, pour faire le pont entre les deux, là, vous voyez que la méthode de fabrication est très semblable. Et conseil pratique. Et c'est intéressant, Comment le faites-vous? Alors, simplement, vous foncez une pâte sucrée dans un moule, hein, naturellement beurré et fariné, et puis vous ajoutez une réduction de sirop d'érable dans laquelle vous avez mis un peu de beurre, bien sûr, et puis c'est tout, hein, finalement c'est tout, et puis du beurre, et vous laissez cuire ça à 250 degrés environ pendant 45 minutes. Quant à la tarte vaudoise, je crois qu'on peut la trouver très facilement dans une lecture que je vous ai apportée, c'est-à-dire dans le fameux ouvrage de Freddy Girardet, qui donne des recettes absolument magnifiques autour des tartes et des tourtes. Et puis en même temps, j'aimerais citer autre chose aujourd'hui, puisqu'on est dans la pâtisserie, un livre de Pierre Hermé qui s'appelle Saveur gourmande, Plaisir sucré, et qui est un pâtissier actuel qui fait des malheurs en France. Il est tout surpris quand on lui laisse le temps de s'exprimer, hein, vous avez remarqué. Il dit, dites-nous alors justement à propos de cuisine, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la cuisine? Quelle cuisine toute la famille aime quand vous êtes les 22 réunis là? Qu'est-ce que vous leur préparez qui leur fait vraiment plaisir? En général, c'est la fondue ou la raclette. Ah. Et puis par ailleurs, il y a d'autres choses aussi qu'ils aiment beaucoup. Ben, ils aiment énormément encore les menus suisses parce que les filles, elles sont des maris québécois, alors elles sont un petit peu intégrées dans les deux nourritures. Bien sûr. Alors elles aiment beaucoup quand je fais encore comme on faisait un peu ça. Quand on s'était vu il y a quelques années, vous nous disiez qu'au fond, ce qui manquait, c'était par exemple le cénovis. Ah, est-ce que le cénovis manque encore aujourd'hui? Non, David, je me souviens quand on trouve un cours de route au Québec, ils m'ont apporté 2 tubes de cénovis. Ah, alors voilà, on a bien fait de les envoyer, hein, je crois. Absolument, je vais quand même vous dire où on l'a trouvé. C'est à Granby et il y a désormais pas un restaurant, une épicerie de 3 mètres de long en plein centre. Et les verres, elles claquent dans la grisaille de cette saison, elle s'appelle le saucisson vaudois, ça ne s'invente pas. Bien, je vous propose, on va se quitter là simplement pour vous dire que on va se retrouver demain. Peut-être juste encore une indication, Elisabeth, vous, qu'est-ce qui vous manque dans la cuisine dont vous auriez un peu le souvenir, la cuisine suisse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir? C'est le chocolat qu'on vous envoie? Ah oui, ça c'est... Oui, absolument. L'adresse. Vous aidez à faire passer ça. Vous demanderez l'adresse à la télévision. Chocolat, vous aimez? Vous avez d'autres souvenirs gustatifs de la cuisine suisse? Non, parce que maman, finalement, elle nous gâte. Elle ne veut pas qu'on perde tout ça. D'accord. Mais le chocolat, oui. Alors, on va vous retrouver demain. On va vous retrouver avec ces messieurs parce que demain, il sera l'occasion de parler d'autres qui sont partis au Québec ou au Canada, de vous donner des indications très précieuses. Comment partir? Pourquoi est-ce que l'on part? De découvrir surtout grâce à David et à Alex une autre famille extraordinaire, ce sont les Romanense. Oui, c'est l'un des frères de Bernard Romanense, le chanteur du Rang des Vaches de la Fête des Vignerons. Il a émigré. C'est intéressant de voir que ce ne sont pas forcément les gens les moins traditionnels qui émigrent, mais souvent les plus traditionnels, pour aller d'une certaine manière entretenir leur culture ailleurs. C'est dire qu'on va demain Youtse retrouver Louis de Grasse et puis retrouver nos différentes rubriques aussi avec Gilles Landini, musique, plaisir, bonheur, fête, ça sera la fête au Perrochon. Merci. Merci.